On a, pour la troisième séance le mois dernier, parlé de cette envie, avec l'invention de la photo de 1825-40. Là, on est en 1851. Viollet-le-Duc et Mérimée ont donné pour mission à 5 photographes de parcourir la France pour enregistrer ces images. Et ce que l'on a vu, c'est que donc il y avait un début de conception du patrimoine. Il s'appelle Baldus, Bayard, Le Gray, Le Sec, Mestral. Et ça, c'était il y a 2 séances. La dernière fois, nous avons vu comment Nadar, avec le portrait, allait plus loin et commençait à trouver une espèce de vocabulaire propre à la photographie qui fait que petit à petit, elle va être reconnue comme telle. Une transformation du statut de la photographie qui n'est pas si simple que ça. Et pour que vous ayez des références, si le cœur vous en dit, il va falloir capturer votre écran. Voilà les livres sur lesquels je vais m'appuyer. J'ai déjà parlé de Denis Roche, qui est un merveilleux livre qui s'appelle Le boîtier de la mélancolie. Il commande des photos, juste une image qu'il a choisie. C'est un grand historien de la photo. On va parler de pictorialisme, c'est-à-dire de gens qui copient la peinture, notamment Robert de Machy. La collection Photopoche, pas cher du tout, super bien, avec un petit texte d'une page et demie au début. Et puis, nous allons parler donc du rapport des peintres à la photo et des photographes aux peintres, parce que cette histoire, et je pourrais même pas en faire le tour tellement elle est complexe. On pourrait penser, pour aller vite, que la photographie vient en concurrente de la peinture, c'est le cas. Il va y avoir des artistes qui sont ouverts au progrès, d'autres pas ouverts au progrès, mais le critère du progrès, on le sait aujourd'hui avec nos changements climatiques, c'est pas le seul critère possible, c'est pas parce que c'est un progrès que c'est nouveau et que c'est intéressant. On sort de cette conception-là de la modernité, a mis du temps. Et donc, sous ces enjeux-là, les salons de la photo en 1859, on va le revoir, Delacroix et la photographie, où le très intéressant historien, philosophe Hubert Damisch, qui réfléchit à l'influence que va avoir la photo chez Delacroix ici, on va le voir chez Degas. Je vais donc, une fois situé cet enjeu de comment la photo peut aider la peinture, on va prendre 5 photographes peintres et voir comment les réponses se font. Les attitudes sont très différentes entre Ingres qui la déteste, Delacroix qui la soutient et Degas qui s'en sert. Voilà un résumé. Et ces notions-là, on les retrouve non seulement dans cette petite histoire de la photographie de Walter Benjamin, mais aussi dans ce très intéressant et très passionnant, je vais m'appuyer dessus, de Benjamin, hop, il est là, en vrai, sur la photographie, qui sont des articles qu'il a pu écrire avant d'écrire son fameux livre sur l'œuvre d'art à l'époque de la reproductivité technique. Donc l'enjeu du jour et du mois, c'est le développement de la photo. On est en 1859, il y a un grand salon de la photographie. Ce qu'on avait vu juste avant, c'est là. Je parle un peu vite, c'est enregistré. Après, ça se retrouve sur la chaîne YouTube de Studio Déclic et de Préfiguration. On avait vu que des gens étaient un peu partout partis chercher des images du monde, en fait. C'est Denis Roche qui le redit. Denis Roche qui le redit. On était à peine au début de cette affaire. Cette industrie, dira Baudelaire en la calomniant sans comprendre. On s'empresse d'inventorier, de classer, d'accumuler. Il y a le titre en haut, 1855, les frères Bisson, entrée du palais de l'Exposition. Expo de 1859, donc on est, pour rappel, on va arriver aux impressionnistes 1872, donc 20 ans après. Et les expérimentations en photo de Degas, qui sont très passionnantes, 1890, 98. Ce qui fait que les articles, je ne suis pas historien de la photo, je cherche, je viens de la philosophie de l'art et j'enseigne l'histoire de l'art en prépa et à l'université. Quand on dit le rapport de l'impressionnisme et de la photo pour une invention récente, 40 ans, ça commence à faire. On est presque plus proche quand Degas expérimente ces jeux de photos, quand Zola les expérimente aussi, ce qui va beaucoup. On est plus proche de l'invention du cinéma. Et on a vu passer, on va le voir aujourd'hui, les photos décomposées de mouvements des chevaux par Muybridge. Ce que ajoute Denis Roche, qui va bien avec cette espèce d'inventaire, des frères Bisson notamment. Le monde, on s'empresse d'inventorier, de classer, d'accumuler, d'archiver. Le monde est lumière. Il ne cesse de bombarder notre regard.
et nous le bombardons en retour d'un intérêt qui se démultiplie. J'avais dit que cette photographie de Watkins était aussi de la même période que les débuts aux États-Unis de la reconnaissance comme patrimoine des grands parcs. Si on prend en photo quelque chose, si moi qui suis fan d'Evry, on prend en photo une ville nouvelle parce que c'est un moment historique dans sa construction, mais si on continue à le faire aujourd'hui en pensant que c'est l'évolution, la transformation d'une ville a une valeur, le regard de celui qui prend la photo va compter dans la patrimonialisation, c'est ce qu'on a dit la dernière fois, et se remultiplie à raison d'un miroitement infiniment innocent. Le regard n'abuse pas, c'est le monde qui déborde et il est bourré d'existence comme de choses. Autrement dit, tout est réel, autrement dit encore, la question de la vérité du monde sensible n'est pas à l'ordre du jour. J'ai montré aussi ces photos du Japon, de 1874, de Nakamura. Et je n'ai pas montré cette idée donc d'aller enquêter, de se servir de la photographie pour prendre en photo le monde, donc apporter le regard qu'on ne pourrait pas avoir avant la destruction, juste ici pour transformer la façon de le regarder. C'est une mission qui n'est pas banale. Vous pourriez me dire, il y a déjà ça dans la peinture, c'est pas faux. Le départage de l'utilité, dit Benjamin, de la photo, est-ce qu'un art doit être utile? Grande question politique finalement. Avant la destruction également devient un enjeu important. Et puis pour Désiré Charnay, là on est en 1857, il part au Mexique, en Amérique centrale, et il prend des photos merveilleuses qui là aussi impressionnent beaucoup Denis Roche. Là on est au Palais des Nonnes à Uxmal en 1860. Quand même complètement fou. Hein. Et je relis Denis Roche parce que c'est assez génial. On ne se défait pas de l'idée, et cela relèverait presque de la sensation, qu'à peine ouvertes les fenêtres, ils se sont jetés sur le monde, ils sont sortis de chez eux, et dans l'instant, ils étaient partout. Je parle des photographes, évidemment. Rien ne leur est extérieur, et au centre de leur regard, il y a une seule et universelle mire. On pourrait dire, voilà, commençons comme ça, la photo peut prendre le monde en image, il peut faire un inventaire sans fin. Je vous signale, c'est tout à fait passionnant, j'en ai parlé l'autre fois. On peut, avec Google Street, il y a des photos de toutes les rues du monde qui ont été faites. Il commence à y avoir des historiques, donc vous pouvez regarder votre rue ou les lieux que vous connaissez avant, après. Et Google Earth, qui a pris en photo le monde depuis 1984, permet, avec tous ces systèmes d'historique, de voir la transformation climatique, l'assèchement des lacs. Voilà, on a une sorte de témoignage objectif. Et c'est bien la question qui est en jeu. On peut prendre en photo le monde et le regarder. Et ce que dit Denis Roche, c'est que dans un premier temps, la photographie va être chargée. On fera la même chose avec les Frères Lumière et le cinéma, de tout l'univers, c'est-à-dire de prendre une sorte d'encyclopédie du réel dans des lieux. En 1857, Désiré Charnay a 30 ans. Il débarque au Mexique, dit Denis Roche, dans le port de Veracruz avec 1800 kilos de matériel, missionné par le ministère de l'Instruction publique. La photo est chargée d'une sorte d'objectivité pour apprendre et pour faire savoir. Donc elle est encore loin d'être reconnue comme art. On se méfie un peu de l'art. Hein. 3 ans plus tard, de retour à Mexico, il fait paraître un premier album de 25 planches sur les ruines mayas du Yucatan. Et 2 années plus tard, à Paris, en 2 volumes, le magnifique Cités et ruines américaines, chez un certain Gide éditeur. Il est impossible, devant les photos que Charnay réalisait dans un pays seulement connu de quelques explorateurs, qu'il n'arrivait là qu'au prix d'efforts effrayants, de ne pas être saisi d'une rêverie violente. La langue de Denis Roche est merveilleuse. Normalement, une rêverie, c'est pas violent, mais là, on est projeté, propulsé comme dans un lieu pour eux lointain, pour nous, un lieu et un temps lointain. Quelque chose qu'on ne sait pas, mais ce que rajoute non seulement la photographie venait à peine d'être inventée, dit Denis Roche, toujours Désiré Charnay. Et sur cette image-là, il ajoute quelque chose qui est très beau, très stimulant intellectuellement. Non seulement la photographie venait à peine d'être inventée, mais on le sait moins, l'attrait des ruines n'était lui-même qu'un concept récent.
une vogue, une mode lancée d'un seul coup et pour toujours par un certain comte de Volnay qui avait publié en 1791 Les Ruines, alors qu'il était secrétaire de l'Assemblée en pleine Révolution française. Les images nous font penser, en fait, contrairement aux apparences. On a toujours l'impression qu'une image, c'est superficiel. Prendre en photo des ruines, acheter une ruine, normalement, la retaper la suite d'après. Alors, devant cette photo-là que commande Denis Roche, d'un mur maya hirsute et chaud, comment se retrouver 2 fois lucide face à tant de magies différentes, au pluriel, auxquelles l'esprit ne trouvait encore aucune habitude, à 2 choses nouvelles pour l'esprit qui le voit en 1858-60. 1. Le monde visible sur du papier et des bas-reliefs épuisés d'ancienneté. Que cadrait donc sur cet homme qui se recueillait ainsi le temps qui avait terrassé des jaguars de pierre ou la densité plus grave des ronces? Est-ce que le sujet n'est pas en train de glisser tout doucement du document, objectif presque, à la réflexion sur ce temps qui nous échappe et dont la photo est d'abord le garant? Il faut aller là-bas, Désiré Charnay, et puis faire une image. Mais ce que dit Denis Roche et Désiré Charnay lui-même, c'est que faire une image, et c'est de ça dont il va falloir se départager le mois prochain, en voyant comment la photo n'est plus confrontée à l'art comme on va le voir aujourd'hui, mais à la science, c'est cette idée d'objectivité. Parce que il suffit d'un petit mot qui, en 1860-80, est plutôt rare de Désiré Charnay que j'ai piqué sur Wikipédia. Lettre de Fernand Cortés à Charles Quint sur la découverte et la conquête du Mexique. Il écrit dans la préface un jugement anticolonialiste sévère à l'égard de Hernán Cortés. En somme, la conquête de Cortés, qui donna à l'Espagne un empire de 500 lieues de diamètre du nord au sud et de 400 de l'est à l'ouest, coûta au Mexique plus de 10 millions d'êtres humains emportés par la guerre, les maladies, les mauvais traitements, de sorte que cet homme de génie peut entrer sans conteste dans la redoutable phalange des fléaux de l'humanité. Parce que l'on verra le mois prochain, c'est que dans les portraits, dans la curiosité exotique de tous ces territoires qu'on a conquis, colonisés, il y a aussi une espèce de regard condescendant. Et la meilleure preuve, si vous avez des doutes et que vous vous êtes attaché à cette époque conservatrice, c'est que les portraits de Nadar ont des noms, ils sont identifiés, les portraits d'indigènes sont anonymes. Et donc on voit bien que le visage, l'apparence n'a pas la même valeur pour celui qui prend la photo, et on doit, pour faire une bonne histoire de la photo, essayer de regarder qui regarde et qui montre quoi. Et donc, à l'intérieur d'une image, regarder qu'est-ce que c'est en train de nous montrer. J'en profite pour vous faire découvrir un autre merveilleux photographe, pas connu du tout, qui s'appelle Charles Winter, et sur lequel Denis Roche, c'était ça que je vous ai lu tout à l'heure, fait cette petite image, puisque ça va me permettre de glisser doucement. Voilà l'atelier de Charles Winter. Denis Roche dans le boîtier de mélancolie. Quel beau fatras, hein. C'est des plâtres pour dessiner, des objets, des globes, des tissus, des épées. Dans ces années 1850, on est sorti tout doucement du romantisme, on est en plein Courbet, on va le voir tout à l'heure, et on est dans une période que les Étampois connaissent avec Bercher, c'est-à-dire une sorte d'orientalisme qui va avec ce regard sur le monde extérieur. Ce que dit Denis Roche à la fin du texte que je n'ai pas cité, autrement dit encore, la question de la vérité du monde sensible n'est pas à l'ordre du jour, et on n'est pas en train de montrer le monde tel qu'il est, on est en train de l'inventer, en train de dire, c'est-à-dire que les images qu'on voit là, elles sont des morceaux, elles sont des cadres, elles sont des bouts, et donc il y a à la fois un discours sur capter objectivement le monde, et en même temps, dit Denis Roche, et notre regard contemporain, on voit qu'ils prennent des bouts et qu'il y a toujours un parti pris. Autrement dit encore, la question de la vérité du monde sensible n'est pas à l'ordre du jour. Serait-il tout entier fait de plâtre ou de bronze, un fatras de représentation qui n'en serait pas moins objet de notre émerveillement? Ce que Denis Roche dit finalement ici, c'est qu'on est à la fois avec un témoignage historique, on a le Laocoon, on a toutes les références des Praxitèles et des Vierges qui servent de modèle pour les artistes peintres. On a l'ambiance d'un atelier qui montre comment on travaillait et quels sont les artifices, entre guillemets. Et il dit qu'à la fois, c'est une façon de montrer quelque chose, c'est ce que j'en comprends,
à la fois quelque chose qui s'en va, qui n'existe plus, et en même temps nous faire nous émerveiller encore aujourd'hui de ça. Quand je prends les photos de Charles David de Winter, il est alsacien. Il y a beaucoup de ces images, vous voyez, on voit quand il fait des portraits, on est encore dans les codes de la peinture. En fait, on pourrait, avec ce fond flouté, avec un dégradé, le cadrage à mi-corps, les détails du vêtement et puis la façon de regarder, et puis l'estompe qui est faite autour. On voit comment Nadar, qui est contemporain, fait une photo qu'on va appeler plus moderne, si vous voulez bien, en tout cas qu'on pourrait décrire en disant Nadar utilise les moyens propres à la photographie. On va voir que ce passage en fait de la photographie sous les radars de la peinture va se faire d'abord en se faisant accepter, en montrant patte blanche, en disant Madame la photographie, Madame la peinture, je suis comme toi. On le voit ici. Mais ce qui est intéressant chez Charles David Winter, c'est que ça, c'est le palais de Rohan en Alsace. Voilà des détails de la photographie. D'abord, un document. Voilà, on a le miroir, photographie sur papier albuminé, et c'est exposé au Musée d'art contemporain et moderne de Strasbourg. Voilà les dimensions de ce genre d'images, devant lesquelles on passe souvent sans s'arrêter, parce qu'on a l'impression que c'est un document uniquement historique, c'est-à-dire ça nous intéresse comment c'était fait avant, peut-être pour le restaurer, mais posons-nous la question ensemble, pourquoi on fait cette photo? Pourquoi on fait cette photo? Parce qu'on fabrique des documents, en fait. On fabrique une trace qui nous touche aujourd'hui parce qu'elle est lointaine et que le Palais des Rohan de Strasbourg n'est plus comme ça tout à fait et que les gens qui passent devant ne sont plus habillés de cette façon-là. Mais c'est pas qu'une question de mélancolie, c'est pas qu'une question de carte postale. Voilà la cathédrale de Strasbourg. C'est pour ça que beaucoup de ces photos de Winter sont au musée de Strasbourg. On a à la fois quelque chose qui pourrait faire penser à de la peinture ici, une peinture réaliste. On va voir que l'école de Barbizon, dans ces années 1850, 60, 40 même, c'est le paysage qui s'est développé depuis un siècle, hein, c'est le genre paysage en peinture, et donc la photographie fait ça. On est un peu du dessus, on a des toitures avec des éléments qui nous permettent de reconnaître, et puis sur un fond très clair, cette cathédrale qui se découpe. On a ici une image qui est un peu différente, avec une sorte d'observation plutôt presque documentaire, frontale, qui permet de voir tous les détails de cette cathédrale de Strasbourg en 52. On est à la fois avec une façon de faire des images pour Winter qui fait penser à une peinture, qui pourrait presque faire penser à une carte postale, on pourrait dire ça. Mais la carte postale elle-même a des codes visuels qui viennent de la peinture. Je vous dis ça parce qu'il faut trouver un point de vue, en fait. Il faut faire une image, la cadrer, savoir où on se place, est-ce qu'on se baisse, est-ce qu'on se relève. La question se pose pour les peintres, mais elle est encore plus aiguë pour les photographes, puisqu'il s'agit de rendre les éléments les plus lisibles possibles. Donc ça veut dire que si vous voulez qu'on voit les rosaces, il faut un moment où la lumière soit rasante, mais avec pas trop d'ombre portée pour ne pas gêner. Enfin, si vous savez ça, vous n'avez qu'à aller faire, en ce moment c'est possible hélas, un portrait d'identité dans une machine et puis aller au studio Déclic avec Stéphanie qui va vous montrer qu'une machine, elle ne sait pas faire les photos. Éclairer, cadrer, encadrer, tout ça, ça se fabrique en fait. On a des conventions machiniques qui font que l'image doit être faite de telle ou telle façon. Là, on a l'impression qu'on est au marché de Noël en Alsace, à Strasbourg aussi. Là, on est redescendu au ras du sol. C'est une photoglyptie. À nouveau, place de la cathédrale, on est en 1880, donc tout le travail de Winter va être de lister tous ces éléments. Et vous voyez qu'avec les premiers plans, avec le décalage, avec le fond blanc, il y a quelque chose de l'ordre du paysage qui se joue là-dedans. La porte des pêcheurs, mais ce que Winter va apporter aussi, qui est passionnant, c'est que la guerre de 70 va détruire énormément de choses à Strasbourg et il va en garder le témoignage. Et là aussi, on a à la fois quelque chose qui est de l'ordre du document, mais dans la façon de le cadrer, vous voyez, ces premiers plans, on dirait une gravure des symbolistes plus tard ou des romantiques avant. On a un premier plan noir qui découpe l'image en morceaux. On pourrait presque, j'exagère un poil, y voir une peinture abstraite de Klein ou de Soulages.
parce que les éléments de premier plan sont foncés sur le reste qui est clair. Donc, il s'agit à la fois d'apporter une documentation sur ce bombardement et sur sa transformation, une échelle avec un personnage devant qui permet de se repérer. Ça n'a pas fait semblant de bombarder. Ça servira même de carte de visite à Winter, y compris quand la place Kléber, après les bombardements, a été dépavée et on a perdu la toiture. Des tas d'éléments qui sont tout à fait saisissants, mais qui oscillent entre le document, une sorte d'enregistrement objectif, et puis la composition, la mise en scène, avec un premier plan devant, un jeu d'ombre et de ciel clair, voilà, tous les éléments. Regardez, le personnage est pile dans le fond. Les personnages sont sur le côté, on a une composition avec un assemblage de tous ces personnages qui est pensé. Et ce qui montre que Charles David Winter est un homme qui ne fait pas, si je peux jouer avec les mots, il ne fait pas qu'une photo, il fait une image. C'est un double autoportrait où il a posé 2 fois. Et là aussi, il s'en sert pour présenter son travail. Alors, si on va dans le vif du sujet, parce que j'ai fait plus qu'introduire, on va prendre comme exemple, ça va nous aider, Delacroix, la critique de Baudelaire, ça fait 2, le coup de génie de Courbet, signalé par Benjamin, ça fait 3, le réaliste de Zola, ça fait 4, Degas, Pissarro et le pictorialisme. Vous allez me dire, on est encore là dans 3 heures. Mais pas du tout. Delacroix a quelque chose de très intéressant. Il est à la fois un homme de la modernité et de la nouveauté, le héros ahuté du romantisme. Il est aussi, je vais un peu vite si vous permettez, donc le romantisme fait que la couleur va être importante, la représentation des sentiments, de l'intériorité va être importante, et ça vient contre le classicisme, quelque chose qui est plus neutre, qui est censé être une image un peu objective. Donc on pourrait penser que c'est cette façon simple de montrer le monde qui serait attiré par le document qu'est la photo, et en fait non, étonnamment non, même si la réponse à ce succès de la photo va être variée selon les photographes, selon les peintres surtout, et va entraîner des changements dans le cadrage de l'image en peinture, dans la place de la couleur, dans la place de la touche, dans la place de la façon de composer. Les photographes vont modifier la peinture, c'est ce que je voudrais montrer. Et ce que Delacroix fait quand on regarde ces petites esquisses au pastel, ce sont des petites études de ciel au crépuscule. Il va anticiper, on est en 1849, et l'impression soleil levant, c'est 1872. Il anticipe quelque chose de l'impressionniste en essayant d'attraper ce côté éphémère. Je montre ces 2 petites images parce que il les fait souvent quand il vient en Essonne à Sénart. Et son ami Durieux, qui est un homme invraisemblable, puisqu'il va être le photographe qui va l'aider. La mission héliographique dont vous vous souvenez, qui a été créée pour envoyer des photographes de la Croix, va siéger dedans en tant qu'artiste. Ça veut dire qu'il est vraiment ami et qu'il accompagne l'arrivée de la photo comme, avant tout, document pour peindre. Première étape, c'est celle-là. Le premier accueil de la photographie, c'est pour les peintres, ça peut nous donner un coup de main, c'est une bonne chose. Et ces photos sont de Durieux. Si vous avez l'occasion de le lire, c'est en fait un très bon photographe, mais aussi un escroc qui sera emprisonné, qui va avoir des dettes, qui va être sauvé par des copains. C'est une série télé pour Netflix direct, des séries de Racine qu'on retrouve dans l'intérêt de Delacroix pour la forêt de Sénart. Un sujet qui est assez récent, de regarder comment mon ami François Bon parle d'écosystème autour des artistes. Voilà, est-ce que Zola fait de la photo? Est-ce que quand on étudie l'œuvre littéraire de Zola, il faut regarder ses photos, comment il est fait? Est-ce que ça impacte son écriture? La réponse est oui, mais ça, c'est assez nouveau de penser l'auteur non plus avec un grand A comme un créateur. Est-ce que Delacroix s'amuse avec la photo? Non, pas seulement. Elle lui sert de 2 façons différentes que je vais montrer en un instant. Elle est à la fois l'occasion d'avoir des reproductions. C'est-à-dire, on a des tableaux, par exemple, de Rubens, qu'il a en photographie, qu'il emmène lorsqu'il voyage et qu'il sait qu'il ne va pas pouvoir travailler avec des vrais modèles. Donc, il dessine d'après des photos. Et donc, ce n'est pas qu'un moyen d'apprentissage. Quand il apprenait, il n'y avait pas la photo encore. C'est amusant, ça, comme idée. Mais un moyen, par l'image, d'être un soutien de la photographie. Et puis, Durieux va faire des séries de photos de nus de modèles
avec ces magnifiques tissus rayés qui sont à la mode dans ces années 1850, parce que Courbet en porte en pantalon, en chemise. Durieux fait des séries de photos. C'est ce qui fait, j'ai mis les deux là aussi, je fais de la pub à peine cachée pour Déclic. Ils ont un calibrage couleur qui fait que moi je dis, monsieur le chef, pourtant je m'y connais mieux en histoire de la photo que Nassib Traboulzi, mais par contre, quant à savoir laquelle est la mieux, ça c'est lui, je fais confiance aveuglément. Celle-là est plus douce, il y a plus de nuances, le gris est un peu chaud, ici c'est plus dur, avec moins de variations de gris, et donc on a le corps qui ressort davantage, alors qu'ici il entre un peu plus dans l'image, c'est ça que je pourrais dire, mais il va me dire, on a un spectromètre, on va savoir avec les couleurs, cher monsieur. Voilà, encore des photos de Durieux qu'il fait pour Delacroix. Ils vont aller à Dieppe ensemble. Durieux va faire des photos avec des modèles qu'il va fournir à Delacroix, à qui ça va servir, des très beaux documents, parce que, posons-nous la question autrement, donc on a une première preuve de la photographie acceptée par des peintres, acceptée comme outil, donc pas comme un art. On n'est pas, il nous faudra au moins le processus d'artification reconnu comme un art, je dirais 1920-1930, et vous verrez dans 2 mois pourquoi. Et en France, 1984, premier musée de la photo. Quand même pas tout de suite, tout de suite. Pourquoi est-ce que c'est différent? C'est que, pour le dire d'une façon amusante et contemporaine, il ne faut pas que la photo soit trop artistique, sinon le peintre n'a plus rien à faire. Il faut, comme pour Adjet qui a fait en 1900, on est plus tard, des images de Paris, de rues, même des temples, il faut que les éléments soient simples, lisibles, pour qu'on n'ait plus qu'à, qu'on les utilise pour peindre. Donc, ces images de Durieux ont été retrouvées dans la collection de Delacroix. On a une petite chose magnifique, on ne se connaît pas tous, mais je suis assez espiègle. Alors, j'aime bien ça, parce qu'on a, voilà, à droite, à gauche, le dessin de Delacroix, à gauche, la photo. Il n'est pas que collectionneur, j'ai dit, il y a 2 raisons fortes. Celle d'avoir des documents d'histoire de l'art qui font que, comme Aby Warburg, le grand historien dont on reparlera, il va collecter, comme Malraux l'a fait avec son musée imaginaire, voilà, mettre des photos, des cartes postales, et puis regarder les correspondances qu'il y a entre les images. Donc, entrer par cette photographie dans un monde d'images reproductibles, nous a appris Benjamin, c'est lui, 1920 sur l'artification, mais là, on a des images qui servent directement. Ce qui me fait rire, l'espièglerie, c'est que ces images-là, je les ai trouvées plutôt sur des sites gays. Puisqu'il y a des beaux garçons à poil avec des muscles, c'est quand même un peu normal que ça intéresse tout le monde. Voilà. Celui de droite est là, dessin à partir d'images. Moi qui suis aussi prof de dessin, j'ai une grosse casquette, plusieurs casquettes, c'est pas toujours facile parce qu'il s'agit de mettre des traits et que le monde n'a pas de traits et qu'il faut donc l'apprentissage qu'il peut y avoir est minimisé parce qu'on est passé de 3 dimensions à 2. Par contre, il est encore utile parce qu'il faut choisir où est le trait, c'est quand même pas simple, y compris quand on met des hachures. Là, des séries de photos de Durieux pour Delacroix, beaucoup d'images, qui sont, 3e surprise, vous en avez pour votre pognon, l'occasion de dessiner des choses vraiment précises. Toc, toc. C'est pour vous faire rigoler. Hein. Vous avez un peu agrandi le ventre, monsieur Delacroix. Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? C'est pas les proportions, c'est pas tout à fait ça. Mais le plus passionnant, c'est mon 3e. Voilà des photos de Durieux qui deviennent exactement des peintures. Donc la photographie comme document en première étape de notre enquête, pour les peintres, c'est pas une petite affaire. Est-ce que c'est triché? On va poser la même question à Rodin, qui sera très intéressé par la photographie, quand on va l'accuser d'avoir moulé sur la réalité, d'avoir fait un moulage et puis d'avoir fait une sculpture, donc de ne pas être sculpteur. Question qui se pose plus aujourd'hui, puisque le monde des images est tel que la photographie, Internet, la vidéo, la télévision, le cinéma sont tellement des éléments mentaux dans notre culture visuelle qu'on s'en sert en fait. Il n'y a pas de quête du réalisme qui fait que le peintre devrait montrer son savoir-faire. Et je trouve que c'est l'occasion de poser la question du réalisme là, parce que c'est la même image, on pourrait dire c'est le même pattern, le même modèle de départ, enfin la musique qui est dessus, c'est un peu comme la rythmique derrière la chanson, mais la mélodie n'est pas la même, pas du tout la même. Et c'est cette façon de passer d'un document à une peinture qui devient très intéressante
pour comprendre, ça c'est plus contemporain, comprendre le mécanisme de transformation qui est dans l'esprit de Delacroix. Voilà pourquoi, questionner avec Damisch à quoi sert la photo, quelle place elle a, comment elle transforme à la fin de sa carrière le travail de Delacroix, est un beau sujet. Le premier de nos 5 remarques. Le deuxième, c'est plutôt embêtant, c'est-à-dire, alors si, comme outil, j'ai pris ça sur le petit Larousse. J'essaye que les images, les informations soient accessibles à tout le monde et retrouvables pour tout le monde. Parce que je ne fais pas de concours de musculature, de grosses références introuvables, même si Denis Roche, Walter Benjamin, ça suffira bien pour se renseigner. Réaction dans le monde artistique des origines de la photographie. Premier accueil favorable, on vient de le dire. On peut être plus précis avec ce petit passage. Les relations sont étroites entre peintres et photographes. Je vais plus loin. Les plus grands photographes du 19e ont été des peintres médiocres sans doute, mais pour la plupart qui exposaient régulièrement. Nègre, Baldus, Legray, Le Sec, ce qu'on a commencé à voir. Ils étaient élèves de Delaroche, Legray et Le Sec. Daguerre a été un charmant petit maître, apprécié à nouveau de nos jours. Nadar et Carja, Nadar, il était caricaturiste et ils viennent de la lithographie également. Le premier a ouvert en 1953 un salon de portraits photographiques où toutes les personnalités artistiques ont défilé, avant qu'il ne soit prêté aux impressionnistes. Aller-retour, on va y revenir juste après. Carja est ami avec Millet, avec Baudelaire, avec Courbet. Et puis on a une deuxième énorme aide, on est dans la première version, le rapport photo-peinture, première étape, les peintres disent la photo peut nous aider. On est encore dans ça avec mon deuxième exemple. La deuxième étape, on ne veut pas s'en servir, c'est des conneries, ça va contre le métier. Troisième étape, des peintres vont utiliser la photographie en comprenant la logique de la photographie pour aller vite de gars. Qu'est-ce qu'on fabrique dès 1853-54? Ça s'appelle un cliché vert. C'est une petite merveille. Il suffit de mettre de la fumée. Voilà, Corot va s'en servir. En 53, un cliché vert, on dit un cliché glace aussi. Il y en avait tout un lot à vendre il y a 2 ans. Là, il y avait une quarantaine de clichés verts venus de l'école de Barbizon pour 40 000 euros. 40 000 dollars, tout à fait. Sur une plaque de verre émulsifiée avec du collodion, c'est-à-dire quelque chose qui va réagir à la lumière après, une technique photographique qui vient de Grande-Bretagne. On dessine à la pointe d'acier ou à la plume d'oie sur la couche, c'est-à-dire on a mis sur du verre une surface photosensible, on va gratter le noir pour qu'il soit retiré, les traits deviennent clairs puisqu'on voit le verre à nouveau au travers, et avec ça, on fait un négatif qu'on va tirer sur un papier sensible à la lumière, ça va donner ça. Oui, c'est même rigolo puisque là, la signature est à l'envers. C'est pas gaffe. Donc on a dans ces clichés verts du Corot beaucoup. Donc ce sont des sortes de gravures photos. J'ai mis, il y a de tout le monde. Il y a voilà, 2 photographes amateurs vont aider Corot à découvrir ça en 53. Il va aller à l'école. Il fait partie de l'école de Barbizon. Si je vais un peu vite. Voilà, il montre ça à Daubigny, il montre ça à tous ses copains et toute l'école de Barbizon fait des clichés. Voilà, 2 photographes amateurs, Cuvelier, Grand Guillaume, à Arras, par l'intermédiaire du Tilleux, apprend cette technique à Corot. Corot ne tire pas les positifs lui-même, donc il a besoin d'un assistant technique. Il laisse ce soin à Grand Guillaume et à un élève de Savary. Il vient Corot travailler à Barbizon avec du Tilleux et puis d'autres photographes, et puis il montre à Millet, Rousseau, Huet, Jacques, qui font des clichés verts, comme l'a fait Delacroix et Fontaine-Latour. Et Horace Vernet va après graver, d'après les clichés verts, les excursions daguerriennes de Lerebourg et Goupil en 1942. Ce qui fait que c'est quand même... c'est une aide, mais c'est quand même assez intéressant. C'est à la fois un sujet moderne, une façon nouvelle de faire de la gravure. Donc, parce que si vous creusez une surface, normalement une plaque de métal, par exemple, avec une pointe, vous allez faire un tirage en encrant et puis vous allez pouvoir multiplier les tirages. On est déjà dans une image multiple. Quand on fait... quand on applique sur une surface et qu'on dessine, on va dire, avec un chiffon, un monotype, donc on a de l'encre grasse, on retire avec son doigt ou avec une pointe, on va mettre une page de papier dessus et puis imprimer. Donc on va avoir
un tirage de gravure, c'était une estampe plutôt, ce serait le bon mot. Une photocopie, c'est une estampe, c'est un multiple. Mais comme la plaque est tartinée de peinture, mais qu'il n'y en a presque plus, il n'y a pas beaucoup de multiples. Là, avec un cliché, on va à nouveau pouvoir remultiplier la technique. Cette possibilité-là est très, très importante. La critique, c'est mon point numéro 2, elle vient de Baudelaire, qui est un homme dont c'est l'anniversaire cette année. Beaucoup de choses sur lui, beaucoup de choses qui devraient quelquefois déborder, ce serait pas mal, le cliché de l'auteur, parce que Baudelaire, sur le progrès technique, il est très ambigu, très intéressant pour ça. Il est plutôt contre, et en même temps, il est proche de Manet et de la révolution du réalisme, en fait, après ce romantisme qu'il a marqué. Il est aussi influenceur du symbolisme. Je renverrai à mon ami François Bon, qui sur sa chaîne d'auteur sur YouTube parle beaucoup de Baudelaire en ce moment. Les relations peintres et photographes se détériorent lorsque ces derniers prétendent au statut d'artiste. Lors de cette expo de 1859, dans des salles proches de celles réservées à la peinture. On voulait bien de vous, les gars, mais maintenant que vous dites que vous commencez à être un peu des artistes, non, non, non. Et vous allez voir, c'est toujours assez mignon quand on creuse la question de l'art et du statut de l'art, c'est une question de pognon un petit peu. L'époque de la diatribe de Baudelaire qui dit que la photographie doit être servante de la peinture. Voilà Baudelaire qui, entre autres paradoxes, ça ne sera pas le dernier, se fait pas mal prendre en photo. Pétition de 1862, signée par Ingres, Flandrin qui est lyonnais, Fleury, Richard, Troyon, Isabelle, Puvis-de-Chavannes, Cognet et Delacroix refusent de la signer pour empêcher l'assimilation de la photographie à une œuvre d'art. Alors, c'est pas qu'une question de concurrence, c'est aussi c'est une machine, donc elle n'a pas de créativité. Mais avec ce que je viens de dire en introduction, cadrer, mettre de la lumière, changer le point de vue, c'est un parti pris. Mais je prends toujours cet exemple-là parce qu'il me semble plus compréhensible si on suppose qu'il ne s'agit pas que de batailles partisanes, il y en a. Voilà, est-ce que vous diriez qu'une photocopie est une œuvre d'art? Non, après tout, c'est une machine qui fait son travail. On verra bientôt arriver, quand il y a traduction automatique par une machine, par un robot de notre langage, pour le traduire en langue étrangère, on verra arriver ces questions d'interprétation et qui, dès qu'il y a interprétation, suppose à la fois créativité auteur, à la fois jurisprudence auteur. Parce que la question qui est soulevée lors d'un procès entre photographes Maillère et Pierson, c'est le droit d'auteur. Qui est l'auteur de l'image? Pour rappel, Ingres dessine comme ça quand il est à Rome, et il y a une petite phrase de Nietzsche tardive, posthume, qui dit Ingres, la photographie, moyen de faire du Ingres rapidement. Ce sont des petits dessins qui sont des chefs-d'œuvre absolus de virtuosité. Ce sont des A4, hein, c'est un truc invraisemblable. Voilà, quand on voit la capacité de dessiner de Ingres et sa photo, on voit très bien, il a pris quelques années dans les dents, mais on voit très bien la virtuosité du monsieur. Pourquoi est-ce qu'il y a cette question de droit d'auteur? Parce que la photographie se commercialise avec Disdéry qu'on a vu, qui est un bon commercial qui invente cette idée de carte de visite qui va se diffuser partout, des clubs de photos qui renforcent l'isolement des photographes par rapport aux peintres, malgré les prétentions artistiques. Et on verra, parce que je vais le faire en plusieurs fois, l'artification, comment quelque chose devient de l'art. C'est un livre de Shapiro et Nathalie Eynick. Il y a des processus qu'on a observés, comment le cinéma est devenu un art, comment la photo est devenue un art, comment le graffiti est en train de devenir un art, comment le cirque est devenu un art. Chacun de ces chapitres montre un peu comment ça se fait. Et il y a 3 critères. Vous pouvez aller les chercher si vous voulez, ou revenez dans un mois ou 2 avec des clics. Un des critères, c'est de commencer à créer un club d'experts qui va dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. L'idée qu'il y ait des clubs de photographie, ça va jouer. Voilà à quoi ressemble le travail de Disdéry. Et un des triomphes de Disdéry, c'est que Napoléon III, partant en guerre, il n'aurait pas dû, s'arrête avec sa compagnie, il surjoue un peu le héros, et descend chez Disdéry faire son portrait. Voilà, les prétentions artistiques n'empêchent pas Muybridge, et je peux le montrer plus vite. Voilà à quoi ressemble une peinture par Géricault en 1870. Voilà à quoi ressemble
en même temps, 15 ans après, la photographie par Muybridge. Les peintres voient ces deux choses et disent oui, mais Géricault, c'est plus expressif. On sent plus le galop, on sent plus. Il court à ventre à terre, on pourrait dire. Nous, on appelle ça en peinture les tondeuses à gazon de Géricault. Voilà, on sait depuis ce que l'œil ne pouvait pas voir. Et donc, c'est une aide scientifique qui a permis de le découvrir. Ce que rajoute le petit article de Larousse, c'est qu'en 81, Meissonnier va inviter chez lui des photographes et des peintres euh, académiques, Jérôme, Cabanel, des peintres qui savent Meissonnier, Bouguereau, des gens qui savent faire des choses au bouton de culotte près, à regarder les progrès de la photo. Donc ils sont intrigués par cet hyper-réalisme parce que c'est aussi leur plus-value à eux, leur savoir-faire et ce qu'ils vendent. Mais ils sont un peu restrictifs sur ça. Et celle qui va décrire ça dans son livre, qui est sa thèse de jeunesse, c'est Gilles Zelfreund, avec ce livre, La photographie en France au XIXe siècle, qui va passionner, et Monsieur Walter Benjamin, qu'on va regarder tout de suite. Parce que Monsieur Walter Benjamin, il dit un truc incroyable dans ce livre sur la photographie. Il commente le livre, il fait même des relevés du bouquin entier. Tous les passages qui l'intéressent, cette prétention à l'art, dit Gisèle Freung, page 49, dit Benjamin, on est dans les années 1930, elle a une vingtaine d'années, elle vient de faire une thèse, et celui qui va devenir le premier théoricien de la philosophie de la photographie et qui va s'intéresser aux particularités de la photographie, assiste à ça. Le seul qui s'intéresse au rapport photo-peinture en même temps que Benjamin, c'est Aragon, qui va aller écouter. Cette prétention à l'art, dit Freund, c'était les commerçants de la photographie qui la manifestaient. Et Benjamin ajoute dans ce livre à droite ici, en d'autres termes, la revendication de la photographie d'être un art est contemporaine de son apparition en tant que marchandise. C'est parce que l'image va être multipliable qu'elle prend son autonomie, elle n'est plus juste là pour conseiller et aider. Voilà Benjamin, elle n'est plus là, pris en photo par Gisèle Freund, elle n'est plus là pour être une assistante, elle est là pour prendre son autonomie en se diffusant commercialement. Et Benjamin ajoute, cela corrobore l'influence prise par la photographie en tant que processus de reproduction sur l'art. Elle l'isole du commanditaire, c'est-à-dire le peintre qui en a besoin ou le propriétaire de l'œuvre d'art. J'ai une peinture de Raphaël, faites une photo qui va servir de copie. Sauf qu'en devenant une copie et un multiple, dit Benjamin, elle rentre dans le circuit des marchandises, qui est un terme qu'il a pris à Marx, c'est-à-dire regarder l'œuvre d'art comme un objet de circulation. Et même si vous n'êtes pas marxiste, vous allez me dire un samedi à 18h, c'est pas le moment. L'idée que l'art soit une marchandise est au cœur de notre épidémie actuelle, c'est-à-dire pas un objet de première nécessité, donc c'est bloqué. Donc le statut du livre est pas le même, hein, c'est pas une petite question anodine politiquement et dans la signification que ça peut avoir. Mais ce qui est intéressant, c'est que Benjamin signale que cette question de la valeur de la photo vient de là. C'est un article, La photographie en France au XIXe siècle de Gisèle Freund, on est en 1937. Il développe ici, dit le commentaire, une note sur Gisèle Freund et sa théorie de la reproduction mécanique de l'œuvre d'art. Il souligne notamment l'idée qu'elle introduit une redéfinition de l'œuvre d'art. Et en fait, cet article est l'anticipation de son livre fameux que je cite tout le temps. L'idée que la photographie va changer, en étant un multiple, la définition de l'art en général. Voilà pourquoi nous sommes partis avec une première remarque. Ça, c'est plus court. On a 10 minutes. Parfait. Le monsieur Zola s'intéresse beaucoup à la photographie. Beaucoup, beaucoup. Et il est ici en peinture par Manet, il est tout jeune. Mais je le rappelle, la question que soulève Benjamin, c'est celle des multiples. Et on a comme une sorte de portrait merveilleux, à la fois les estampes japonaises qui se sont développées et répandues dans ces années de la deuxième partie du 19e siècle en Europe, avec cette ouverture de l'ère Meiji. On a des estampes qui arrivent partout. Si vous allez dans la maison de Monet, il y en a plein. Hein. Elles sont sur les murs. Et les mauvais esprits dont je suis disent que c'est ce qui est le plus beau. C'est pour se mettre à faire des ennemis. On a derrière une reproduction d'une composition de Velázquez.
Donc une gravure qui est un multiple, qui est dans la peinture. Et puis, élément génial, Manet qui met une peinture de Manet. Ça s'appelle de l'autocitation, à tel point qu'il a même le don de signer sur le livret. On a aussi un paravent qui montre son goût pour le japonisme de l'époque. Le Zola en question, il est aussi ici, là, dans cet atelier de Fantin-Latour, où on voit Manet en train de peindre. On voit que l'atelier est beaucoup plus désert que le vrai bordel qu'avait pris en photo Winter. Ça, c'est pas un atelier de peintre, hein. Si vous n'en avez jamais vu, ça ressemble pas du tout à ça. Là, il y a 3 trucs pour combler la partie gauche, en mettant un peu de couleur. Mais ce que Zola fait qui témoigne de son intérêt réel pour la photographie, parce qu'il va la pratiquer, c'est aussi cette question que je ne pourrais pas résoudre aujourd'hui, du réalisme en fait. Zola, vous savez, il est aussi critiqué comme décrivant des scènes sordides, des gens sans intérêt, de toutes les classes sociales. Là aussi, c'est un mot de Nietzsche qui n'a pas la langue dans sa poche. Voilà, la littérature qui pue, c'est-à-dire des trucs sans intérêt. Et évidemment, chez Nietzsche, il y a une espèce de provocation. Mais ce qui est intéressant, c'est que le fait que la photographie soit capable, entre guillemets, objectivement, c'est Benjamin qui le dit, l'homme, à propos de l'apparition de la photographie, la technique des moyens de transport réduit les mérites de la peinture comme source d'information. Ça va plus vite avec une photo. Au demeurant, une nouvelle réalité se prépare, face à laquelle personne ne peut assumer la responsabilité d'une prise de position personnelle. Il est en train de retourner, je vais vous le relire, le mot objectif. C'est-à-dire, il dit, c'est génial ça, c'est qu'il dit, en fait, il y a un photographe, et peut-être qu'on peut le dire de cette façon-là, la photographie sera reconnue comme un art avant que le photographe soit reconnu comme un artiste. On va reconnaître à l'objet produit un statut. Il a du mal à ne pas être l'assistant d'un peintre, mais on est encore loin de penser que c'est le cas. Et il dit, on fait appel à l'objectif. La peinture, de son côté, commence à mettre la couleur en vedette, c'est-à-dire la peinture va jouer son jeu à elle. Et les photos de Zola le montrent bien. On a même des photos de ses enfants. Il trouve tout un système pour faire une espèce de recomposition du mouvement. Voilà la collection qui était à vendre aussi de toutes les œuvres, de tous les éléments qui appartiennent à Zola. Donc on a cette question du réel et du réalisme qui est au cœur du travail de Zola, j'ai pas mis que des peintres, et qui montre dans le fait qu'il s'intéresse à cette image, dans le fait qu'il la pratique même, que la photographie questionne sa capacité à rendre compte de la réalité, plus ou moins objectivement. C'est une légende qui va commencer à arriver. On a encore beaucoup, je l'entends souvent quand je vois des élèves qui viennent apprendre à dessiner des portraits, ils disent je voudrais faire un portrait comme une photo, et on a l'idée qui est une idée qui a été fabriquée de A à Z et qu'on pourra, comme toutes les idées, plus ou moins bien se départir. C'est pas objectif une photo, ça n'a rien d'objectif. Et le petit livre de Doisneau s'amuse avec cette notion d'objectif de l'imparfait. Un exemple encore, et pas un petit, Degas, qui est ici tout jeune, on est dans les années 50, 1800, autoportrait un peu boudeur, tradition noble, il s'appelle, c'est quand même la noblesse dans ce qu'elle a de meilleur, il s'appelle Degas, et pour pas faire trop noble, il colle l'un et l'autre. Quand on est noble, on sait ce qu'est la valeur de la noblesse, il semblerait, on les voit dans le film de Visconti, passionné par la ligne de Ingres, passionné par la couleur de Delacroix. Grande synthèse impossible, ils ne peuvent pas s'encadrer, c'est le cas de le dire. Esquisse d'après une scène de ballet, puisque vous savez que Degas va être très passionné par la scène, et s'il l'est, c'est pas seulement par goût, parce que voir seulement dans son amour de l'opéra et de la musique ou du ballet une retranscription, c'est, je pense, mal connaître toute l'œuvre de Degas, c'est pour ça que je voudrais la regarder de plus près. Ce qui intéresse Degas, et je vais aller vite, c'est cette idée de l'image multiple, en fait, qui est en train d'être questionnée par la photographie. Je pense qu'il en a
parmi les premiers l'intuition que cette image qui se multiplie. C'est pour ça qu'au début, je montre ce petit dessin de Manet avec une étude de chapeau, cette gravure, ce dessin à nouveau, et puis cette gravure qui, dans un sens ou dans un autre, il y en a plusieurs tirages. Et vous voyez comment ici, par terre, c'était le chapeau du dessin. Voilà, on a un système qui existe depuis longtemps. Hein. La gravure s'est développée, son histoire serait très longue, mais on va dire à la Renaissance, il y a de la gravure à plein. C'est concomitant, puisqu'il y a une histoire des inventions techniques et des idées qui est parallèle à faire, qui est passionnante. C'est Simondon qui fait ça. La gravure se développe en même temps que le protestantisme, on va dire 1515 pour faire vite. Donc en 1868, il y a de la gravure partout. Par contre, ce qui intéresse Degas, c'est cette idée d'une image à multiplier, à assembler, à coller. Je dirais exprès, pour prendre un terme d'aujourd'hui, à sampler, c'est-à-dire à prendre, à isoler, à redécaler. Et on le voit, c'est comme ça que je vais vous montrer quelques éléments. Ce qui explique l'intérêt de Degas pour la pratique de la photo encore plus poussée que celle de Zola, c'est premièrement un intérêt pour la multiplication, pour le jeu de répétition, vous allez le voir. Deux, pour les sources de lumière. On voit bien que dans cette scène d'opéra ou dans ce café-concert, c'est l'éclairage par en dessous qui pourrait nous faire un magnifique film d'horreur avec Christopher Lee, qui intéresse Degas, c'est-à-dire la transformation dans la modernité par la lumière électrique des couleurs et par l'orientation de cette lumière électrique de la façon de voir les personnages. Voilà, la rampe devient un élément très important dans le travail de Degas. Et Degas, dans les années 95, va faire de la photo. Vraiment, pendant une année entière à temps plein, il va beaucoup moins peindre et dessiner. On en a des tirages, donc des portraits de ses amis, mais il est Degas, donc le personnage n'est pas en plein milieu. Son corps est basculé en arrière. On a des éléments de lumière sur le côté avec les moyens fabriqués, hein, c'est-à-dire, vous voyez, on a une lumière blanche ici très forte et sur la manche, et elle n'est pas ici. Hein, c'est donc comme un petit studio de cinéma. Il a cadré, fait l'ensemble, là aussi, publicité pour nos copains de Déclic. Vous avez moyen de rendre tragique, embellir ou enlaidir. Il ne fera jamais ça. Le modèle, on lui demande de poser, on fabrique un décor, on isole le fond en cachant avec des tentures ou avec moins de lumière, et puis une lumière rasante, vous voyez, on la devine là, elle est cachée par un petit rideau, elle fait un liseré. On a un photographe qui est en train de chercher, et c'est un peintre et pas des moindres. Il est en train, dans les recadrages, là c'est Louise Alévi, de travailler une composition comme non plus la copie d'une peinture, non pas la photo qui pourrait lui servir pour peindre, ça va venir après, mais vous allez voir d'une façon incroyable. Celle-ci, voilà, une danseuse en train d'ajuster ses bretelles, une peinture. Enfin, un pastel, en fait. Elle est là, elle est là. Mais la construction, c'est ce qui fait que c'est pas juste un type qui regarde des petites danseuses. Évidemment, elles sont copiées-collées de partout. La preuve est simple, elles sont dans le regard, dans la tête dans la pose de la tête, on a l'utilisation de la photo qui va lui servir plusieurs fois. Il a assez de métier pour pouvoir le reprendre, reprendre. On a des images fabriquées par Degas qui sont pensées vraiment pour être des documents. Exemple simple, voilà, la pose elle-même n'est plus une pose à la Durieux façon peinture pour Delacroix. On a une pose qui va servir directement pour ce qui intéresse Degas, c'est-à-dire une sorte de forme sculpturale comme un chewing-gum. Le corps est déformé. Degas dit j'ai peut-être un peu trop montré les femmes comme des bêtes qui se nettoient, c'est-à-dire j'ai pas eu de sympathie, d'empathie pour ce que je peignais, je fais des formes en fait. C'est là où Degas anticipe énormément une forme d'abstraction qui est proche de Rodin dont il est contemporain. Voilà, des estampes, des monotypes, c'est-à-dire des plaques en noir sur lesquelles il retire de la couleur. Mais ce jeu de multiplication est au cœur du travail de Degas. Un exemple simple pour finir sur les danseuses. Une petite dame qui se gratte le dos dans une composition, la même petite dame ici. La dame qui est sur pointe ici est là, mais les messieurs à droite, ils y sont plus. Degas ne peint pas d'après nature, il est de ce point de vue-là pas très impressionniste, il multiplie les emprunts, redites, recollages, le corps ici ouvert avec la jambe sur le côté, avec les chaussons en train d'être les chevilles qui font mal, hop, les chevilles qui font mal sont reprises ici, ce sont les postures qu'on trouve souvent, mais hop, elle s'est décalée comme une espèce de guirlande de danseuse dans une composition très japonaise en longueur.
On a des éléments coupés avec des mollets de danseuses, ce qui les rend célèbres, mais dans une composition qui est très très complexe. C'est-à-dire on a un truc dans le fond, un truc devant, des chaussons, de la couleur, des dames coupées. Tous les éléments font qu'on a une espèce de grand angle, on est au-dessus et on a des tas d'éléments qui vont s'ajouter pour venir nous aider. Et cet intérêt pour l'image multiple, là ici Marie Cassatt, c'est tout le cœur de la peinture de Degas, celle du double, celle du multiple, celle des personnages, ici Renoir et Mallarmé, et Degas en reflet dans le miroir, en reflet sciemment. C'est-à-dire il ne s'agit pas seulement d'une pratique de hobby pour ses copains, mais une façon de construire une image comme elle est construite ici. Comme Degas fabrique cet autoportrait avec Évariste de Valerne, il a fait le portrait à gauche, et puis des années plus tard, il se dit comment je peux le reprendre, et son copain n'est plus là, et puis il va se mettre dedans. Degas construit une image complexe et il s'appuie sur la photographie pour le faire. Exemple simple, une photo de Degas, des peintures, des pastels de paysages sur la fin de, sur les années 80. Des photos de Degas. Très étonnant, on voit bien que le travail de l'artiste, c'est pas de faire une photo documentaire. Il y a quelque chose de propre à la photographie, mais il a encore un regard de peintre sans doute, et celle-ci qui est une merveille, puisque vous reconnaissez sans doute un corps de femme nue, les cuisses, la poitrine, les cheveux longs, qu'il a transformé en montagne, dans un jeu de circulation des images, on pourrait le dire de cette façon. Et puis le Degas le plus drôle, c'est une recomposition d'un tableau de Ingres qui s'appelle l'apothéose d'Homère, et c'est Degas lui-même qui pose avec tous les enfants pour jouer à copier ce qu'il a admiré, mais avec une part d'ironie. C'est la circulation des images qui l'intéresse. Ce que dira Benjamin dans un coup d'œil génial qui me fait régler la question de Courbet en une seconde, c'est qu'il dit qu'avant que la photographie ne se développe, Courbet, par cet intérêt pour les vagues, invente la peinture pré-photographique avec cette idée de gros plan. Prendre un élément simple et zoomer dessus. Il faut un historien philosophe de la photo pour comprendre ça. Vous comprenez, les conséquences sont simples à inventorier. On avait vu avec la mission héliographique, le SEC, Baldus, c'est Paris, que l'inventaire photographique du monde est en cours de route. Et donc, qu'est-ce que les peintres vont faire? Ils vont réagir. Ils vont, face à cette objectivité assez lisible, on a beaucoup d'informations qui sont très belles. Les impressionnistes vont soit jouer comme Caillebotte ici, avec le mouvement des personnages, avec la découpe, les entrées. C'est bien moins la photographie qui l'influence que l'estampe. On a des personnages qui sont coupés, aucun ne regarde vers nous. On parle d'atomisation, c'est-à-dire tous les gens sont en train de faire quelque chose à côté. Et puis Pissarro qui va, dans sa série de Boulevard Montmartre, du haut d'une fenêtre en 1897, accentuer cet effet de mouvement, cet effet de lumière, la déstructuration de la forme, ce que ne peut pas faire la photo encore. Voilà, les peintres vont s'en charger. Ils sont en train de prendre la main, je le dis d'une façon amusante, hein, le marché est en train d'être pris, on est après 1859, on est en 1899, on va dire, donc on est 40 ans après. Les peintres comprennent qu'il y a autre chose à tirer et ils laissent le réalisme à la photographie. Ils laissent ce que la photographie va pas tarder à faire. Le dernier rebondissement, avant de vous laisser, Alfred Stieglitz, qui est le grand photographe américain qui vient dans ces années 90 en France et qui va être celui qui va faire connaître par sa galerie l'art moderne aux États-Unis. Il est ce qu'on va appeler pictorialiste, c'est-à-dire il est encore très proche par ses études de nuages en photo, très proche de la peinture en fait. Et le mouvement pictorialiste va être aussi celui qui s'intéresse à copier la peinture. Copier la peinture pour un peu donner le change, pour faire accepter l'image. Donc on a un développement avec une matière assez nouvelle qui s'appelle la gomme bichromatée. C'est la matière du papier qui est un peu grumeleuse. Donc on va avoir des nuances de gris qui font qu'on dirait un fusain qu'on aurait effacé, sur lequel on serait revenu un petit peu. Et cette espèce de flou qui donne une... ça commence en 85, hein, le pictorialisme. Pictorialisme, copie de la peinture par le moyen de la photo. À la fois un moyen technique, cette gomme bichromatée, on va chercher une technique pour ça,
mais un moyen, c'est ce que j'essaye de défendre en faisant ces conférences, un moyen intellectuel en fait. Regarder le monde, c'est avoir une grille de lecture du monde, et cette grille de lecture va influencer à un retour notre façon de regarder. Ce que dit Robinson, il revendique le droit essentiel qu'a le photographe d'intervenir pour améliorer son art. Le photographe peut avoir recours à toute ruse, ficelle ou manipulation. On peut faire de grandes choses et de très belles images en mêlant réel et artifice dans une photographie. Alors, on peut travailler la matière. Vous voyez que la photo est très réaliste ici. Et puis, par un jeu de pinceau sur la surface sensible, on va la rendre picturale. On va la picturaliser. C'est un peu fait vite. C'est très passionnant pour les apprentis peintres qui seraient en train de regarder ça. Le photographe Stiglitz, donc, avec sa revue Camera Work et la galerie 291, va être à la fois, de ce point de vue-là, un photographe tout à fait traditionnel, c'est-à-dire cette modernité, ces nouveaux moyens que Nadar a apportés, ça ne l'intéresse pas trop, mais il va être aussi celui qui pourtant va exposer de la photo abstraite, Picasso et Duchamp aux États-Unis. Ce que je veux vous montrer pour finir, c'est que ce retour du refoulé, en un sens, voilà, on le trouve chez Demachy, petite collection photopoche, on dirait à la fois un Degas, des petits tutus, des petits personnages, à la fois une matière qui fait penser au pastel, au fusain. On voit bien par la précision qu'il s'agit d'une photographie, mais on a un doute, et c'est là-dessus que joue ce pictorialisme, c'est-à-dire par le moyen du traitement de l'image, par le moyen d'une lumière qui est très contrôlée. Là, vous voyez, étude à la gomme bichromatée, on est en 1899, on a une espèce de dessin photo. Et alors que j'ai montré que pour certains plus avancés, en un sens comme Nadar, Delacroix à sa façon intellectuellement, et Zola et Degas, on a des artistes qui vont anticiper, on aurait pu mettre Bonnard dans l'histoire, même si le mouvement général va être ici le Grand Palais en 1900, de la belle gomme bichromatée. C'est une merveille de savoir-faire. Ça pourrait être un filtre Photoshop, ça pourrait être retravaillé. On en finit par ne plus savoir qu'on est devant une photo, c'est invraisemblable. On trouve ça dans toute l'Europe, vraiment partout, de la Belgique aux États-Unis. Ça peut nous donner des choses qui semblent être des chromos pour dessus de boîtes de chocolat, n'ayons pas peur des mots. C'est à la fois très beau, le fait que les contours flous se retrouvent un peu partout, que la découpe du fond accentue la pose. On n'est pas loin, et ma mère l'était, du dessin de coiffeuse, c'est-à-dire le fait de jouer avec deux couleurs, tout le fond est crème et blanc et tout le visage va être en sanguine, de copier des moyens qui sont propres au dessin. On n'est pas loin du chromo ou du petit sujet ringard. L'équivalent, il s'appelle Puyot. La décomposition de jeunes femmes à l'ouvrage, dont vous pourriez me dire oh, c'est un peu ringardounet, mais le studio Harcourt, c'est encore ça, c'est-à-dire une composition, une lumière sur le côté, la signature sur la photo, ce qui est un signe pour la photo contemporaine à exclure. Si tu signes tes photos, c'est souvent que tu es encore dans une logique d'auteur, ce qui n'est plus tellement le cas du contemporain. Une lumière bien contrôlée, des effets de nuances et de valeurs, un régal, des petits nus ou des petites jeunes femmes. Et au revoir et au mois prochain. Merci à vous. Un petit retour sur la bibliographie, et comme ça on va se faire coucou. Hop, si vous voulez la capturer, ce sont les livres que j'ai utilisés. Avec ce que je disais, la rareté de les récentes recherches sur la place de la photographie comme source directe de travail. Pas de questions. Alors des bisous.